Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Le Vrai Dialogue. Que peut faire l'Europe pour stopper l'horreur et construire une paix durable en Palestine et en Israël? Depuis le 7 octobre 2023, date qui a marqué un tournant décisif dans la région, cette question a suscité des interrogations profondes et légitimes au sein de la communauté internationale. Elle a également été le point central d'un débat historique qui s'est tenu ici au Parlement européen le 21 novembre 2023. Cependant, jeudi dernier, le Parlement européen a suscité la déception en adoptant une résolution qui, loin de répondre à la demande initiale de la gauche et du centre en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, a été vidée de son sens par l'ajout de 2 préalables via un amendement proposé par le Parti populaire européen. Hier, lundi, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a présenté un plan de paix en 10 points lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Parallèlement, Washington mène des discussions secrètes avec des pays arabes en vue de l'établissement d'un État palestinien indépendant en échange de la normalisation des relations avec Israël. Cette démarche rappelle fortement l'initiative arabe connue sous le nom de la terre contre la paix. Aujourd'hui, pour apporter une perspective unique et engagée sur cette problématique complexe, j'accueille Salima Yenbou, députée européenne du groupe Europe Renaissance, et Pierre Larrouturou, député européen du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Sur ce plateau également, nous avons l'honneur de recevoir Adel Atiyeh, ambassadeur et chef de mission adjoint de la Palestine auprès de l'Union européenne. À leur côté, nous aurons l'honneur également de recevoir Jacques Beau, ancien colonel du renseignement suisse. Restez avec nous, car au fil de cette émission, nous chercherons à comprendre les enjeux, les voies possibles vers la paix et le rôle pivot que l'Europe peut jouer dans la résolution de ce conflit complexe du Moyen-Orient. À tout de suite. Madame, Messieurs, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation et je poserai ma première question peut-être à Monsieur Adel Atiyeh, Monsieur l'ambassadeur, une réaction de votre part par rapport à la résolution qui a été adoptée ici au Parlement européen. Écoutez, je pense que c'est pour moi en tant que Palestinien, c'est la déception parce que ce Parlement qui représente la volonté du peuple européen, sa première priorité doit de sauver des vies palestiniennes, alors sachant qu'Israël est en train de commettre un véritable massacre à Gaza, après 25 000 morts aujourd'hui. Donc on parle encore de 10 000 disparus, donc nous sommes à peu près à 35 000 morts palestiniens. Je pense que c'était extrêmement choquant pour moi de voir que le Parlement a raté l'opportunité d'appeler un cessez-le-feu total pour sauver des vies, des enfants, des femmes palestiniennes. Il faudra que le Parlement prenne ses responsabilités, revoir ses positions et avancer une véritable proposition, un véritable cessez-le-feu. Monsieur Larrouturou, votre groupe a été notamment à l'initiative de ce projet de résolution. Une réaction? Oui. D'abord, je voudrais dire que pendant qu'on est tous tranquilles à Bruxelles, là, c'est juste l'horreur là-bas. L'horreur. C'est les familles des otages qui se demandent toutes les minutes est-ce qu'on va revoir vivant notre papa, notre maman, notre cousin, notre cousine. Et c'est ceux et celles qui sont morts à Gaza, qui ne vont jamais revoir leurs parents vivants. C'est ceux qui se demandent qui va être tué demain. Donc c'est vraiment l'horreur. Et l'Europe doit sortir les muscles. Ce que disait Elie Wiesel l'autre jour, Barnaby, pardon. L'Europe doit sortir les muscles parce qu'il faut absolument qu'on arrive à imposer la paix. Donc comme monsieur l'ambassadeur, je trouve que la résolution qu'on a votée la semaine dernière n'est pas du tout au niveau, qu'il faut exiger un cessez-le-feu et qu'il faut y mettre la pression
En 2002, il y avait eu 60 morts dans l'opération qui avait été lancée en représailles à des attentats déjà à l'époque. Et le Parlement européen avait dit on ne peut pas continuer comme ça. Et pour mettre la pression sur le Premier ministre israélien de l'époque, le Parlement européen, dans sa majorité, avait voté pour une suspension de l'accord de partenariat. Vous savez qu'en 1995, avec Yitzhak Rabin, celui qui voulait la paix du côté israélien, on avait négocié un accord de partenariat entre Israël et l'Europe pour l'avantage d'échanges économiques et sur la recherche et d'autres. Donc en 2002, ce Parlement avait dit pour mettre la pression, pour stopper l'horreur et pour les obliger à construire la paix, on demande la suspension de l'accord de partenariat, on demande un embargo sur les armes, on demande une force d'interposition pour avancer vers la solution à 2 États. Et donc il y avait eu 60 morts en 2002 et c'est déjà énorme, 60 morts, mais tout le monde disait il faut mettre la pression pour obtenir la paix. Et aujourd'hui, il y a eu 25 000 morts et c'est l'horreur. Et donc, je trouve aujourd'hui que l'Europe n'est pas au niveau, mais on va continuer à se battre avec des amis d'autres groupes politiques pour pousser l'Europe à mettre la pression. Très bien. Monsieur Beau, avec le recul qui vous caractérise, une réaction par rapport à cette résolution ? Eh bien, moi, je pense d'une manière ou d'une autre, mais ça vient peut-être aussi de mon caractère suisse. Je pense que nous n'avons pas à devenir des acteurs dans les conflits et que nous devons profiter de la distance à la fois géographique et probablement politique aussi qu'il y a pour prendre du recul par rapport à ces conflits et aider à trouver des solutions concrètes, mais pas à essayer de favoriser l'une ou l'autre partie. Notre objectif, ça doit être d'aider à sauver des vies, comme M. l'ambassadeur l'a dit, et donc de faire cesser des opérations militaires, d'autant plus quand ces opérations militaires, et je suis bien placé pour le savoir, pour avoir été responsable. Et justement, M. Beau, cette résolution avait pour objectif de faire cesser, justement. Voilà, justement. Et moi qui ai travaillé qui était responsable de la protection des civils aux opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, je peux dire que nous n'avons fait aucun effort pour faire arrêter des opérations qui violent à la fois les règles les plus élémentaires de la guerre, mais des lois de la guerre aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons sans doute loupé une occasion de plus de prendre du recul par rapport à ce conflit et d'essayer d'offrir les cartes aux uns et aux autres pour résoudre le problème, si possible par la négociation et non plus par les armes. Une réaction, Madame Yenbou ? Alors moi, j'étais très en colère suite à cet amendement du PPE parce que d'une part, il est passé, ce qui a été dramatique. D'autre part, c'est encore une fois le PPE qui ne tient pas le compromis, parce que c'est un peu ça la base du Parlement. C'est qu'on a trouvé un compromis, on est même allé jusqu'à proposer quelque chose intermédiaire qui plaisait aussi à la gauche, mais aussi à certains à droite. Et finalement, volte-face, cet amendement qui passe à quelques voix, mais en tout cas qui passe. Et grâce au PPE, à l'extrême droite, et puis aux délégations allemandes aussi, que l'on trouve un peu dans tous les groupes. Cependant, là, je suis un petit peu plus mitigée, c'est que maintenant, avec le recul, et comme vous dites, c'est qu'on ne peut pas balayer non plus cette résolution. Il y a des choses qui ont été mises dans cette résolution qui sont importantes. On a dénoncé l'entrave d'Israël vis-à-vis de l'aide humanitaire, ce qu'on ne faisait pas avant. On a parlé des destructions, on les a quantifiées, le nombre de morts. On a aussi appelé, bien sûr, à la libération des otages, évidemment. On a rappelé qu'Israël avait le droit de se défendre, mais dans le cadre des règles de la communauté internationale. On a aussi on a parlé des sanctions des colons en Cisjordanie. On a remis en cause la colonisation. On a parlé aussi de lutte contre l'antisémitisme, mais aussi de lutte contre l'anti-islamisme, voilà, en Europe. L'islamophobie. C'est pas dit comme ça, mais c'est l'anti-islamisme. Mais aussi le racisme de manière générale qui monte. Donc c'est quand même des choses importantes, même si je partage, je suis restée complètement effarée devant ce premier amendement qui passe et qui fait tomber effectivement ce pourquoi on était venu écrire cette résolution, à savoir un cessez-le-feu immédiat pour plein de raisons. La libération des otages, évidemment, mais surtout sauver des vies, faire entrer l'aide humanitaire et enfin envisager la solution que tout le monde prône aujourd'hui et qui est, à mon avis, la seule, une solution à 2 États, frontière de 67, avec Jérusalem comme capitale partagée.
très bien. Moi, je rappelle que ce n'est pas la première tentative. Hein. Et puis, je dois le dire aussi à nos téléspectateurs francophones du monde entier, que les résolutions du Parlement européen ne sont pas contraignantes. Monsieur Adel Atiyeh, le 15 novembre 2023 de l'année dernière, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois, une tentative d'une autre résolution similaire qui a été, mais elle a été rejetée. Est-ce que vous pensez que la 3e sera vraiment la bonne ici au Parlement? Alors, encore une fois, je pense que c'est déjà une très grande déception. C'est une faillite, je veux vraiment mettre de mots très forts. C'est un échec sur le plan moral de cette maison qui représente la volonté du peuple européen de faillir à ses responsabilités et n'est pas appelé à un cessez-le-feu immédiat. La première résolution a appelé à une trêve humanitaire. Alors là, on peut comprendre, on était au début de l'attaque israélienne contre Gaza. Il y avait des difficultés entre le groupe politique. Les Israéliens, la campagne, la propagande israélienne était encore à son apogée. Donc, les conditions n'étaient pas tout à fait mûres pour obtenir une résolution qui appelle un cessez-le-feu. Mais encore une fois, madame, on était la semaine passée pratiquement 105 jours de bombardement de l'armée israélienne contre Gaza. Les bilans étaient sur le plan humain extrêmement lourds. Sur les victimes, le bombardement des infrastructures. Gaza est toujours sous embargo, pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments. Les rapports des organisations des Nations Unies parlent d'une véritable famine. En 2024, on parle de véritable famine. Les gens sont assoiffés, les hôpitaux sont visés, les écoles, les universités. Et face à ce désastre humanitaire, le Parlement, avec cet amendement qui est proposé par la droite, malheureusement, qui a tout saboté. C'est à l'honneur du Parlement. Nous sommes d'accord que cette résolution n'est pas contraignante. Nous sommes d'accord qu'Israël n'allait pas l'appliquer à la lettre. Nous sommes d'accord que même les États membres n'allaient pas appliquer cette résolution à la lettre. Mais c'est pour l'honneur de ce Parlement. Mais malgré ce désastre humanitaire, ce désastre humain, le Parlement rate sa mission. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en 2002, le Parlement a même voté pour la suspension de l'accord d'association. Qu'est-ce qui a fait que ce Parlement bascule vers une position inhumaine aujourd'hui? Une belle question, moi je la passerai tout de suite à M. Pierre Laroutourou. Est-ce que les parlementaires de 2002 avaient beaucoup plus de courage que ceux d'aujourd'hui? Écoutez, moi je trouve ça scandaleux. J'ai essayé de déposer la semaine dernière un amendement pour obtenir une résolution avec la suspension immédiate de l'accord de partenariat. Je n'ai pas réussi à le faire. Beaucoup de gens sont tétanisés. Je pense qu'en 2002, il y avait encore, peut-être en mars 99, le Conseil des chefs d'État réunis à Berlin disait maintenant ça suffit, depuis les accords d'Oslo. Il y a quand même un moment où l'Europe a vraiment aidé. Si on parle des accords d'Oslo, la photo historique, elle est à Washington. Mais là, si on appelle ça les accords d'Oslo en 93, c'est l'Europe qui avait aidé depuis Madrid, la conférence de Madrid organisée par Felipe González, 2 ans de négociations. Et on voit que c'était possible. Puis en 95, l'accord de partenariat pour aider ceux qui voulaient la paix, avec dès l'article 2, le zoom sur la question des droits humains et la sécurité, mais les droits de l'homme des deux côtés. Et en mars 99, un très haut diplomate m'a dit retrouve les décisions de tous les chefs d'État en mars 99 qui disent maintenant ça suffit. On a 1 an pour construire la paix, mais dans 1 an, Israël et la Palestine, vous avez mis en place les 2 États. Et de toute façon, nous, on va reconnaître l'État palestinien pour un vrai État. Donc en mars 99, tous les chefs d'État européens disent maintenant, ça suffit à Israël. Faut accepter, il y a besoin des 2 États. Les 2 peuples ont le droit de vivre dans la sécurité et la prospérité. C'était en mars 99 et on est en 2024. Tout le monde pense que Netanyahou a une stratégie monstrueuse, parlons franchement. Ce n'est pas le peuple juif, ce n'est pas Israël qui est en cause. C'est la stratégie de Netanyahou qui est dramatique, qui fait des milliers de morts. Mais même en Israël, je vois aujourd'hui que l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot explique qu'en gros que la stratégie de Netanyahou est catastrophique pour les Palestiniens, mais même en retour, dans tous les pays du monde, on commence à critiquer de plus en plus fortement Israël. Et même pour l'existence d'Israël à moyen terme, la stratégie de Netanyahou, c'est de la folie. Donc je crois qu'il faudrait qu'on le dise très clairement. Si tout le monde pense
quand même le 7 octobre, ça a été la pire journée depuis la fin de la Shoah pour le peuple juif. C'est ce que disait le président d'Israël. Donc Netanyahou est celui qui est au pouvoir depuis le plus longtemps. C'est le Premier ministre qui est au pouvoir depuis le plus longtemps. Et sa stratégie a amené juste à une horreur, la pire journée pour Israël depuis la Shoah. Et maintenant, des milliers ou des dizaines de milliers de morts innocents à Gaza. Ce qui va et quand il croit qu'il va désamorcer les mouvements terroristes, évidemment non. Quand on voit les horreurs qu'on vit à Gaza, ça va renforcer encore la volonté de se venger. Donc si Netanyahou n'est pas capable de se réguler, si ses amis ne sont pas capables ou ses alliés ne sont pas capables de le stopper, il pourrait y avoir un vote au Parlement israélien pour dire ce monsieur est dangereux pour la paix dans la région. Mais sinon, je pense que l'Europe doit sortir les muscles. Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël, quand le débat, Eli Barnavi disait l'Europe doit montrer les muscles. Et donc ça passe, à mon avis, par une pression économique. On est le premier client d'Israël et donc on dit pour la protection, pour la sécurité d'Israël et la sécurité de la Palestine, on ne peut pas continuer. C'est pas en rajoutant des morts à la mort, c'est pas en rajoutant de la haine à la haine qu'on va construire la sécurité et la prospérité de ces deux peuples. Donc je crois que l'Europe, la bonne nouvelle, c'est que la réunion qui a eu lieu hier avec tous les ministres et avec tous les diplomates, Joseph Borrell propose un plan en 10 points, et y compris que les dirigeants allemands, pour être clair, pour expliquer, beaucoup de dirigeants allemands se sentent encore coupables de la Shoah, de l'horreur du génocide. Et donc ça nous paraît parfois étonnant comment on voit des collègues députés qui ont 35 ans et qui ont les larmes aux yeux, allemands, qui disent nous sommes responsables de la Shoah, donc on ne veut pas critiquer Israël. Et nous on leur dit mais tu n'y es pour rien, si ton grand-père était nazi, tu n'y es pour rien, et ce n'est pas une raison aujourd'hui pour laisser tuer des milliers d'innocents en Palestine. Mais donc on voit qu'il y a 3 mois ou 2 mois, l'Europe était tétanisée parce qu'on avait l'horreur du 7 octobre et parce que les dirigeants allemands étaient encore tétanisés, mais qu'y compris cette semaine, la ministre allemande, Annalena Baerbock, a redit qu'il fallait avancer vers la solution à 2 États. Elle a dit très clairement la solution à 2 États est la seule solution. Monsieur Beau, est-ce qu'il faut une Shoah palestinienne pour que nos amis allemands comprennent qu'il faut cesser le feu, cesser les bombardements aujourd'hui à Gaza ? Alors, le paradoxe avec la situation des Allemands, c'est que quand vous lisez la presse, vous avez la presse américaine notamment, qui dit les Allemands, finalement, ils sont toujours du côté de la solution du génocide. Et alors, j'ai des amis... Pardon, excusez-moi, c'est quand même... C'est ce que dit la presse. Non. Pas toute la presse, pardon. Non, pas toute la presse, non, bien entendu. Mais c'est ce que disent les gens. Non. C'est comme on appelle Genocide Joe pour Biden. De nouveau, je ne partage pas ce point de vue. Pardon, Joe Biden vient de redire qu'il voulait une solution à 2 États. Je ne dis pas que je partage 100% de ce qu'a fait les États-Unis depuis 3 mois, mais dire que les Allemands sont pour la solution de génocide... Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la presse le disait. Je parle de la situation des Allemands par rapport... Ce n'est pas mon opinion. Il ne faut pas tout mélanger. C'est ce que dit la presse. Et c'est pour ça que l'Allemagne est un peu dans un paradoxe dans ces choses-là. Et... moi, je connais des Allemands, j'ai des contacts réguliers avec les Allemands et je ne sais qu'ils ne sont pas comme ça. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Je sais que vous êtes germanophone, corrigez-moi. Je parle allemand parce que je suis suisse, mais ça s'arrête là. Mais non, il faut mettre les choses. Parce que je veux dire par là, c'est que les Allemands... Ce que je veux dire par là, c'est que la réflexion des Allemands n'est pas gagnante. Parce qu'ils sont dans une situation où, de toute façon, on leur dira exactement ce qu'on leur dit maintenant. Vous êtes du côté de ceux qui sont génocidaires. Alors, je ne pense pas que les Allemands soient comme ça. Mais c'est comme ça que ça va être interprété. Et donc, l'idée de se protéger derrière le fait qu'on a été responsable de la Shoah pour ensuite protéger Israël, non. On devrait... C'est la mauvaise approche. Et ce que vous avez dit est une mauvaise approche. La bonne approche, c'est de dire, on a l'expérience de la Shoah, maintenant c'est fini. Et on va arrêter tous les génocides. Et on va contribuer à arrêter tous les génocides. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est exactement ce que ne dit pas la presse. Et c'est pour ça que je viens là-dessus. C'est pas parce que c'est pas mon opinion. C'est l'opinion, c'est ce que dit la presse. Et la réaction, exactement d'ailleurs comme les Israéliens, ils ont un devoir d'exemplarité parce qu'ils ont subi. Et c'est exactement ce qu'on ne voit pas. Il faut tirer les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est pas tu as fait un génocide, dit, donc maintenant j'ai le droit d'en faire un ici. Les leçons du passé, c'est on a vu ce que c'était, on a vu le drame que c'était, donc stop. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour les Allemands, c'est valable pour les Israéliens, c'est valable pour les Américains, c'est valable pour tout le monde. Donc c'est ça le message. Rien d'autre. Attendez, là, je pense qu'on est complètement d'accord. Moi, depuis, ça fait 3 mois que je demande un cessez-le-feu immédiat et complet. Ne me faites pas dire des je choses demande qu'on mette la pression sur le gouvernement israélien. Je ne dis pas que les Allemands sont génocidaires. J'ai simplement dit que leur rhétorique se retourne contre eux et que la vraie rhétorique, c'est pas de dire on a
on a été responsable de ça, donc maintenant on soutient les Israéliens. La vraie rhétorique, c'est pas ça, c'est de dire on a vu que c'était terrible une fois, donc ce ne sera pas terrible 2 fois. Voilà la rhétorique. La ministre allemande demande maintenant la solution à 2 États et demande que l'Europe Mais mette la pression solution sur à 2 États n'est que la Mais solution. d'abord le cessez-le-feu. Pour l'instant, on parle de mort, on ne parle pas de 2 États. Et de toute façon, la solution à 2 États, moi j'y suis favorable parce que c'est finalement ce que les Nations Unies avaient en tête il y a 75 ans. Mais finalement, ce n'est pas à nous de décider ça. Si les Palestiniens et les Israéliens arrivent à s'accommoder, c'est leur affaire. Et il faut arrêter de dire il faut ceci, il faut ça. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est la paix. Il faut une plateforme pour que les gens puissent parler. Il faut qu'on arrête de raisonner toujours en termes de tu as fait ça, donc je fais ça. Et c'est ce que font les Allemands. Et là, c'est tout à fait inadmissible. On ne va pas soutenir les Israéliens aujourd'hui dans l'erreur alors qu'on a fait une erreur il y a 75 ans. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Très bien. Salima Yenbou, vous y croyez, vous, au plan de paix de Joseph Borrell, de 10 points, qui consiste globalement à faire accepter finalement l'idée. Il l'a dit clairement, et c'est quasi une grande première. Il ne faut plus parler de processus de paix. Il faut travailler à construire un État palestinien indépendant avec une année. Il a dit dans une année. Vous y croyez, vous? Est-ce que ça n'est pas lié aux élections? Borrell ne sera pas là dans une année. Je ne vais pas parler pour Borrell et des futures élections, mais moi j'y crois depuis le départ. J'y crois parce que j'y suis allée 2 fois et parce que j'ai échangé et que je ne vois pas d'autres solutions qui permettent la paix. On parle d'une solution à 2 États. Quand vous dites vous êtes allé, vous parlez de la région. En Cisjordanie et en Israël. Et en Jordanie d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. J'y crois parce que pour moi, il n'y a pas d'autre solution. On parle de solution à 2 États depuis toujours, alors même qu'il y a un État qui est déjà construit, mais pas le second. Donc forcément, la base, elle va être de construire cet État, ne serait-ce que pour rééquilibrer les forces aussi, parce que vous voulez faire discuter qui avec qui. Netanyahou dit aujourd'hui clairement qu'il ne veut pas d'un État palestinien. Il le dit aujourd'hui, il l'a dit au début de ses 23 mandats, il l'a toujours dit, je ne veux pas d'un État palestinien. Donc, son ministre des Finances, excusez-moi, avant le 7 octobre, il s'est rendu chez vous, Madame Yenbou, à Paris, et devant un parterre de journalistes français, et il a dit, la Palestine n'existe pas. Alors, pas forcément devant un parterre, il a d'abord essayé de louer une salle, ça lui a été refusé, il a trouvé une autre petite salle à côté. Donc il ne l'a pas fait de manière ouverte, ça a été plutôt caché. Mais cela dit, il l'a dit, et vous avez raison, il l'a dit sur mon territoire, et ça c'est inadmissible. Je ne peux pas l'accepter. La solution à 2 États, pour moi, il n'y a pas d'autre solution, mais je ne vois pas aujourd'hui qui peut la discuter si ce n'est une espèce de garantie de la communauté internationale. Et quand vous parlez des accords d'Oslo, tout à l'heure on en parlait, et la normalisation, le problème de cette normalisation, ce n'est pas un problème en soi. Évidemment qu'à un moment, s'il y a 2 États, il faut que les autres pays normalisent leur relation avec Israël. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais contre quoi on a demandé la normalisation? Contre rien. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que les pays qui avaient déjà entamé une normalisation se retrouvent en déséquilibre et en difficulté aujourd'hui parce que leur population n'est pas d'accord avec ça. Donc on a déstabilisé de nombreux pays. Et tout le monde est revenu en arrière. Donc aujourd'hui, ce genre de choses peut être amené sur la table, mais contre la création immédiate d'un État palestinien et une reconnaissance par tous les pays. Moi, j'ai envie de faire réagir M. Adelati. Il est concerné, il est palestinien et représente ici l'État ou le futur État palestinien. Comment vous pouvez réagir par rapport à l'idée de M. Beau qui consiste à dire on ne veut pas que la communauté internationale se mêle de cette affaire? C'est entre Palestiniens et Israéliens. Là, c'est la responsabilité historique et morale de la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui a appuyé la création de l'État d'Israël sur les territoires qui appartiennent au peuple palestinien en 1948. On ne va pas faire l'histoire aujourd'hui. Je pense que c'est la communauté internationale aujourd'hui. C'est grâce ou c'est à cause de l'appui inconditionnel de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, qu'Israël, au XXIe siècle, peut se permettre de commettre des génocides. Parce qu'Israël, aujourd'hui, est accusé
accusé des crimes de génocide à la Cour de justice internationale. Je reviendrai, si vous voulez, un peu sur le plan préparé, parce que hier on était à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères et ce plan a été évoqué. Mais pour moi, ma lecture de ce plan, il a raté sa première marche. Et la première marche, c'est un cessez-le-feu immédiat. Il faut tout d'abord faire taire les armes, il faut arrêter le carnage à Gaza, puis on peut pacifier les esprits pour pouvoir parler de jours après le combat à Gaza. Donc moi, tant qu'il n'y a pas une demande, une exigence de l'État d'Israël d'arrêter ce massacre à Gaza, je ne vois pas qu'on peut avoir l'esprit s'asseoir autour de la table et parler de la solution. Deuxièmement, ça fait très longtemps que je circule à Bruxelles et ça fait beaucoup de plans que j'ai vu circuler aussi depuis 1993 à aujourd'hui. C'est le 1e plan qui était adopté. Ce plan, pour moi, n'a pas des dents. Il n'a pas des dents parce qu'il ne parle pas ni de mécanisme de la mise en œuvre, ni de mécanisme de monitoring et surveillance de comportement. Il ne prévoit pas de sanctions si Israël ne respecte pas quelle sera la réaction de l'Union européenne. Et donc un plan timide, encore une fois, il est très joli, il est très beau, parce qu'il parle effectivement de la nécessité de la mise en œuvre de cette solution à 2 États, mais il manque des démarches concrètes, il manque des mécanismes de la mise en œuvre d'implementation mécanisme que je ne vois pas dans ce plan, donc je ne vois pas dans la position actuelle de l'Union européenne, parce qu'on a mentionné la résolution 2002. Et pourquoi est-ce que le Parlement était en position d'adopter une résolution qui appelle à suspendre l'accord d'association et qu'aujourd'hui le Parlement est incapable d'adopter une résolution pour faire appeler un cessez-le-feu. Je pense que c'est le basculement de ce Parlement de la gauche vers la droite et l'extrême droite qui fait qu'Israël aujourd'hui est une situation de bénéficier d'une sorte d'immunité face aux crimes qu'il commet contre le peuple palestinien. Monsieur Larouturou, Monsieur Adel Atiyeh est en train de vous dire, il y a 30 ans, on a signé les accords d'Oslo et on a dit justement que dans un an, il y aura un État palestinien. 30 ans plus tard, on est à la case départ. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, on va croire à ce plan européen, à ce plan de M. Borrell? Écoutez, pour moi, c'est un drame. Bon, moi, j'étais un grand ami de Stéphane Hessel, de Michel Rocard, et je me souviens, la dernière discussion, 3 jours avant la mort de Stéphane Hessel, il était dans son lit, et son grand regret, c'était de ne pas avoir vu la paix en Palestine. Voilà. Et Michel Rocard, pareil, faisait le bilan de sa vie, ancien Premier ministre français, et il disait même, et déjà Michel Rocard me parlait des pressions qu'il fallait faire, en disant, moi, ma première action militante quand j'étais petit, j'avais 7 ans, je distribuais des tracts pour dire qu'il ne fallait plus acheter les oranges et les pamplemousses qui venaient d'Afrique du Sud. C'est l'époque où Nelson Mandela était en prison. On était des milliers en France, en Belgique, aux Pays-Bas pour dire on ne peut pas continuer, même si elles sont très bonnes, les oranges ou les Outspan, mais on ne peut pas continuer à acheter ces produits. Et les ventes des produits venant d'Afrique du Sud ont baissé de 25% en un an. Et quand Nelson Mandela est sorti de prison, il a remercié tous ceux et celles qui avaient aidé. L'essentiel du combat, c'est ceux et celles qui étaient en Afrique du Sud. Voilà. Et donc, y compris Michel Rocard, à la fin de sa vie, disait Netanyahou, je ne veux pas répéter, il disait le plus grand mal de Netanyahou et de sa stratégie. Je rappelle quand même que Yitzhak Rabin a été tué par l'extrême droite. Ceux qui voulaient la paix des deux côtés, Yitzhak Rabin a été tué par l'extrême droite qui ne voulait pas du processus de paix. Et là, aujourd'hui, tout le monde voit en Israël que Netanyahou a amené à la pire catastrophe. Donc la stratégie de Netanyahou est une catastrophe aussi bien pour Israël que pour la Palestine. Donc et déjà, Michel Rocard pensait qu'il fallait une pression économique en disant on ne va pas envoyer l'armée. Et si on voit qu'il continue à coloniser des terres qui devraient être aux Palestiniens, s'il refuse la solution à 2 États, déjà Michel Rocard, à la fin de sa vie, disait il faut que l'Europe utilise une pression économique. Donc depuis, je suis député. La première chose que j'ai fait quand j'étais député, c'est de m'inscrire en même temps dans la commission de relations avec Israël et dans la commission de relations avec la Palestine. À ma grande surprise, c'est unique et vous êtes le seul. Je suis le seul, il paraît que depuis 30 ans, je suis le seul député qui est en même temps dans les 2 délégations. Pardon, ok. Mais juste pour dire que ça me paraît une évidence qu'il faut dialoguer, que des 2 côtés, il y a des hommes et des femmes qui veulent la paix et des 2 côtés, il y a des fous furieux. Donc le rôle. Et maintenant, il faut qu'on sorte nos muscles. On peut pas. Moi, je me réveille la nuit comme sans doute nombreux. Ce qui se passe à Gaza est horrible et je pense aussi aux familles des otages.
La copine d'un de mes fils est juive et son cousin a été tué le 7 octobre. Donc on n'a pas à choisir, on veut la paix et la sécurité pour les deux pays, mais ça passe, l'ambassadeur l'a dit, par un cessez-le-feu immédiat. Et l'Europe, donc je pense que le plan en 10 points de Josep Borrell est tout à fait intéressant, mais il manque, vous avez raison, parce que Josep doit il y a les 27, et donc il y va par étapes. C'est quand même très dur pour Josep Borrell. Il faut l'unanimité des 27 États membres. Voilà, donc je ne veux pas me mettre à sa place, mais je pense que si Josep Borrell était libre de faire ce qu'il veut tout seul, je connais Josep et sa femme Christina qui iraient peut-être plus vite. Mais il y a la solution depuis longtemps. Il y a l'unanimité des 27. Voilà. Mais donc oui, il faut obtenir le cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages et lancer un processus de paix. Mais je pense qu'il faudra mettre la pression économique pour pousser les alliés de Netanyahou à stopper son action dramatique. Moi, j'aimerais juste rappeler que Stéphane Hessel était un grand homme français. D'ailleurs, il était de père de confession juive et de maman chrétienne. Il était notamment à l'initiative du tribunal Russell. Bien sûr. Madame Yenbo, les Américains aussi, on l'a dit, ils sont en train de négocier secrètement, il paraît, avec les Israéliens pour l'instauration d'un État palestinien indépendant, ce qui revient à ce qu'on appelait déjà il y a quelques années la terre, l'initiative des Arabes, la terre contre la paix. Et pourquoi ils reviennent maintenant? Et vous pensez qu'il y a eu concertation, ou il y a concertation, coordination avec l'Union européenne ou pas? Ou elle apprend ça comme ça aussi? J'aimerais dire qu'il y a une concertation avec l'Union européenne. Ça voudrait dire qu'on a un poids politique fort. Mais malheureusement, je n'y crois pas. Je pense que c'est pour les États-Unis une pression de l'intérieur, avec des élections imminentes qui font qu'ils essaient de trouver une solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une pression des peuples partout dans le monde qui continue. D'ailleurs, ce week-end, je crois, à Bruxelles, il y a eu une manifestation incroyable. En France aussi, il continue à y avoir des manifestations. Mais partout dans le monde, il y a aussi une palestinien. grosse, laissez-moi le dire, il y a une grosse marche qui a débuté, je pense, hier depuis la France. Ils vont venir, il y a des hommes et des femmes qui se sont mis à marcher. Ils vont arriver à Bruxelles le 1er février. Et le 1er février, c'est la date du fameux sommet européen où la question palestinienne, où le conflit israélo-palestinien est dans l'agenda. Vous voulez poursuivre ou j'ai envie de donner la parole à M. Sur les États-Unis, moi je pense que c'est, comme beaucoup de pays, une pression des Américains derrière qui forcément, et puis les échéances électorales qui arrivent qui font que Biden bouge. J'ai envie de poser une question, et je sais, ils vont encore, et c'est bien, c'est un dialogue. Monsieur Bou, vous ne pensez pas que l'Europe semble piétiner ses propres valeurs quand il s'agit du problème palestinien, mais elle brandit tous ses principes et valeurs quand c'est le problème ukrainien? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Je suis un expert militaire, pas un psychiatre. Donc là, c'est probablement... Mais je pense qu'on a avec l'affaire... Dans les deux affaires, on a des cas, très passionnels et très émotionnels. Moi, ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est pas tellement qu'on soit pour ou contre l'un ou l'autre, mais c'est qu'on ait perdu l'habitude de juger les conflits et les problématiques de manière factuelle, sur la base des faits. Vous voyez, on a parlé à plusieurs reprises du 7 octobre. Alors, moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé le 7 octobre, mais les gens jugent à partir de ce qu'ils ont l'impression de savoir du 7 octobre. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas une commission d'enquête? Ça nous permettrait déjà d'avoir une base pour discuter, parce que tous les massacres qui ont été faits après sont faits sur l'image que nous avons du 7 octobre. Et je dis bien l'image parce que ce qui sort aujourd'hui dans la presse israélienne sur ce qui s'est passé le 7 octobre nous montre une image quand même très, très différente de ce qu'on raconte. Or, ce qu'on raconte est la base des massacres que l'on fait à Gaza. Et pour moi, la première chose à faire, mais vous savez, moi je viens du renseignement, la première chose à faire quand on ne sait pas, c'est d'essayer de savoir. Et c'est de demander d'avoir des enquêtes impartiales, internationales sur ces sujets. Et d'ailleurs, les Palestiniens l'ont demandé, cette commission d'enquête. C'est les Israéliens qui la refusent.
Ça permettrait déjà d'avoir une base solide. Ça permet, quand vous avez des gens qui disent non, il ne faut pas faire cesser le feu, il faut d'abord liquider le Hamas pour ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Mais est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait le 7 octobre? Ça, c'est déjà la première chose. Il y a sans doute eu des crimes, etc. Mais une fois, ça doit être mis objectivement sur le papier, à partir de faits, et non pas à partir de propagande. Ça me semble être dit. Donc, et c'est la même chose finalement avec le conflit ukrainien. On a jugé par rapport à l'image ou la perception que nous avions, plutôt que par rapport à la réalité des faits. Résultat des courses, on se trouve aujourd'hui avec une Ukraine qu'on a vraiment poussée vers le désastre, parce qu'on savait, et si vous lisez mes livres, vous verrez qu'aujourd'hui, les généraux ukrainiens disent aujourd'hui ce que je disais il y a plus d'une année. Tout simplement parce que c'était déjà visible, tout ça était déjà dans les faits, tout ça était déjà écrit. Simplement, nous n'avons pas voulu écouter. Et on fait exactement la même chose aujourd'hui avec Israël et la Palestine. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de remettre l'église au milieu du village, si vous me passez l'expression, et d'avoir des idées claires. Ensuite, on s'aperçoit bien que, quel que soit le cas de figure dans lequel on est, arriver avec des armes supplémentaires sur un théâtre de guerre ne va certainement pas faciliter les choses. La stratégie israélienne contre les Palestiniens en général et contre le Hamas en particulier est militairement stupide. Et elle a été dite à de nombreuses reprises. Militairement, je ne parle même pas du droit humanitaire international que j'ai personnellement étudié avec la Croix-Rouge. Donc c'est quelque chose que je connaissais, donc le droit de la guerre. Je ne parle même pas de ça. Je parle simplement des pratiques militaires. On a l'impression que pour résoudre le problème du terrorisme, il n'existe qu'une seule manière, c'est bombarder des populations civiles. C'est ce qu'ont fait les Français, c'est ce qu'ont fait les Britanniques, c'est ce qu'ont fait les Américains et c'est ce que font les Israéliens. D'ailleurs, ils disent aujourd'hui, c'est la norme internationale, c'est de bombarder les populations. Voilà. C'est une absurdité. Vous voulez réagir, monsieur Une absurdité Laroute? Sur totale. ce dernier point, je suis complètement d'accord. On voit très bien que tuer des milliers d'innocents, c'est pas ça qui va faire libérer les otages, et c'est pas ça qui va calmer, décapiter le Hamas. C'est pas en faisant des milliers de morts innocents. Évidemment, ça va donner l'envie à des gens encore d'aller se venger dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc la stratégie de Netanyahou, je préfère ne pas dire la stratégie d'Israël, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui aujourd'hui sont dans la rue. Il y a de plus en plus de gens qui, depuis le début de l'année 2023, contestaient Netanyahou parce qu'ils voulaient faire un coup d'État contre la justice indépendante. Et aujourd'hui, il y a plein de gens, les familles des otages et d'autres, qui disent que la stratégie de Netanyahou est une catastrophe pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien. Mais donc oui, c'est juste scandaleux. Cet homme-là ne veut pas la paix, il ne reconnaît pas le droit international, il n'en a rien à faire, pour être poli, des textes votés aux Nations Unies, il n'en a rien à faire des textes votés par l'Europe. Donc je pense qu'il faut se donner les moyens qu'Israël ait un processus démocratique pour avoir un autre leader et que l'Europe doit tout faire au nom de nos valeurs. Je suis d'accord avec l'ambassadeur pour dire qu'on a une double responsabilité. Partout où il y a un drame, ce sont des frères et des sœurs, ce sont des hommes et des femmes dont la dignité, dont le droit à vivre est important. Et en plus, l'Europe a une responsabilité dans cette région du monde parce que c'est bien nous, après la Shoah, qui avons voulu qu'il y ait un État d'Israël. Et donc, c'est Paul Ricoeur, le grand philosophe Paul Ricoeur, qui en 1954 disait « On a créé l'État d'Israël et on a payé notre dette au peuple juif, mais on a créé un énorme problème pour le peuple palestinien qui était là. » Donc l'Europe devrait intervenir partout dans le monde quand il y a des milliers de morts. Et on n'est pas très fiers de ce qui s'est fait au Rwanda ou ailleurs où il y a eu un génocide et on a regardé ailleurs et il y a eu des centaines de milliers de morts. Mais là, donc, ce qui se passe est absolument dramatique. Ce qui se passe est dramatique même pour la sécurité d'Israël par ricochet. Et l'Europe a une responsabilité puisque nous avons poussé pour de très bonnes raisons à la création d'un État d'Israël. Donc maintenant, on doit mettre toutes nos forces pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. Le processus de paix, c'est très bien, mais il faut le cessez-le-feu immédiat. Et par tous les moyens possibles, y compris la pression économique avec la suspension de l'accord de partenariat et un embargo sur les armes. Le texte du Parlement voté en 2002 demandait la suspension de l'accord de partenariat, un embargo sur les armes pour Israël et pour la Palestine et une force d'observation et d'interposition sous l'égide des Nations Unies. Eh bien, je pense qu'il n'y a rien à changer. Il y avait eu 60 morts à l'époque et le Parlement européen voulait faire stopper l'horreur parce qu'il y avait eu 60 morts. Et déjà, 60 morts, c'était beaucoup trop du côté palestinien. Mais aujourd'hui, il y en a eu plus de 20 000 et donc il faut que l'Europe sorte ses muscles. Alors, Monsieur Adel Atieh, vous avez demandé la parole. Je vais vous laisser réagir sur ce dont vous avez envie de parler, mais j'aimerais aussi que vous nous parliez un peu de la situation actuelle de la Palestine. Je n'ai pas envie de dire que la bande de Gaza seulement. Dans la foulée, je vous demanderai à vous ensuite, à Monsieur Beau, de m'expliquer. Nous sommes une télévision européenne. Nous enregistrons cette émission au sein même du Parlement européen à Bruxelles. Pourquoi cette guerre est appelée
Israël-Hamas. Hamas, qu'est-ce que c'est? C'est un État, c'est un pays, c'est un mouvement de résistance, c'est une organisation terroriste. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'une lecture plus attentive des événements nous dévoilera rapidement qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre le Hamas, parce qu'Israël peut réussir éventuellement à éliminer les infrastructures de Hamas, mais Hamas est une idée, est une idéologie. Donc la solution militaire n'est pas une solution. Et qu'aujourd'hui, les déclarations de Netanyahou, parce que si vous regardez aussi en Cisjordanie, on oublie souvent, en Cisjordanie, il y a aussi une campagne de nettoyage ethnique très silencieuse qui se déroule en Cisjordanie. Je pense que c'est une guerre contre la cause palestinienne. Et pour revenir à votre question, la situation aujourd'hui, elle est très dramatique. Donc aujourd'hui, on parle de 25 000 morts. Plus vous rajoutez à ceci 10 000 disparus, nous sommes pratiquement à 35 000 victimes. Et vous rajoutez à cela 60 000 blessés, c'est pratiquement 4% de la population palestinienne de Gaza qui est aujourd'hui victime, ou bien tuée, ou bien blessée par l'armée israélienne. Aujourd'hui, je pense que les estimations font état qu'Israël a largué sur la bande de Gaza 50 000 tonnes d'explosifs, de bombes. Les 50 000 tonnes, mesdames et messieurs, ça vous fait 50 millions de kilos de dynamite qui ont été largués sur 350 km² de Gaza, la zone la plus peuplée de la Terre. Et ceci nous donne l'ampleur des chiffres de la destruction des infrastructures civiles et l'ampleur aussi des victimes qui sont tombées sur des bombes. Et face à ce désastre, donc la question que moi je me pose, ou je pose à mes amis européens en tant que Palestiniens, comment ça se fait que l'Europe se mobilise à raison pour défendre une cause qui est la cause ukrainienne, et de l'autre côté, non seulement c'est une question de 2 poids, 2 mesures, mesdames, non seulement que c'est une question qu'on applique à l'Ukraine des mesures, des normes, et quand il s'agit d'Israël, on applique d'autres normes, non. Je dis même ici, dans cette situation-ci, il y a de la complicité parce qu'à chaque fois, la communauté internationale s'adresse et veut sanctionner Israël, on voit encore des pays de l'Union européenne qui se mettent pour défendre, pour protéger, pour fournir à Israël la protection politique et diplomatique afin d'échapper aux institutions internationales. 2 points de mesure. Complicité, et je pense que dans une situation de 2 poids, 2 mesures, de complicité, que Netanyahou et le gouvernement, ce n'est pas une question de Netanyahou, je pense que c'est une question d'idéologie de la droite israélienne aujourd'hui, de rejeter la solution de 2 États. Je pense que face à cette situation, pourquoi est-ce qu'Israël arrêtera le bombardement? Si Israël ne paye pas de prix aujourd'hui de l'occupation, elle ne s'arrêtera jamais à occuper la Palestine, elle ne s'arrêtera jamais à tuer des Palestiniens. Il faut que l'Union européenne prenne ses responsabilités et impose des sanctions sur cet État afin qu'il s'arrête, elle arrête avec l'occupation. Monsieur Beau, pourquoi mes confrères, partout en Europe, parlent de guerre Israël-Hamas? Parce qu'évidemment, on aime polariser le débat, on aime faire un méchant. Hein. La guerre en Ukraine, c'était une guerre contre Poutine, celle-là, c'est une guerre contre le Hamas, ou M. Sinoir, ou je ne sais pas qui. La réalité est que, à force d'avoir systématiquement refusé la chance au dialogue et aux solutions politiques, eh bien, on a poussé des Palestiniens à se polariser eux aussi. N'est-ce pas? On a très bien vu l'essor du Hamas à partir de 1987 jusque dans les années 2000. Pourquoi est-ce qu'il a grandi? Tout simplement parce que les Palestiniens ont compris d'une manière ou d'une autre que la solution politique qu'offrait l'OLP n'était pas respectée par les Israéliens. Ils ne respectaient pas les promesses, le dialogue. Il n'y avait pas de chance donnée au dialogue politique. Et c'est pour ça que le Hamas a grandi jusqu'en 2005, où là, le Hamas a décidé qu'il avait suffisamment d'assises pour pouvoir prendre une posture politique, ce qu'il a commencé à faire avec les élections communales en 2005, puis les parlementaires en 2006. Alors, moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, le Hamas. Ce que je constate, c'est que le Hamas a eu un discours plus musclé et que les Palestiniens ont voté pour lui, tout simplement parce qu'ils se sont dit: les Israéliens ne comprennent pas le dialogue, donc il faut avoir quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que le Hamas a grandi. Ce n'est pas parce qu'il est plus ceci, plus cela, c'est tout simplement parce qu'il avait un discours plus ferme, il donnait le sentiment de pouvoir obtenir des résultats.
On pourrait entrer dans plus de détails, j'ai écrit plusieurs livres à cet égard, mais c'est donc l'absence de dialogue qui a finalement créé le Hamas en fin de compte. Sans parler du fait que, en plus de ça, il a été effectivement au début financé par Israël parce qu'il voulait créer précisément un antagonisme au sein de la communauté palestinienne. Mais on parle de ça du début des années 80, enfin milieu des années 80. Mais on ne va pas entrer là-dedans. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le Hamas aujourd'hui, malgré toutes les destructions, continue à avoir un soutien populaire très important, quoi qu'on en dise. Et on peut discuter sur le caractère terroriste du Hamas. Moi, je pense que depuis 2005, le label terroriste ne s'applique plus. Et notamment depuis que Gaza est entouré. Ce label, que Gaza est verrouillé ou assiégé en quelque sorte, ce label terroriste ne s'applique plus, tout simplement. Pour des raisons techniques. C'est simplement des considérations d'ordre strictement militaire. Mais bon, de nouveau, on peut discuter là-dessus. Toujours est-il que, comprenez, il n'y a pas d'alternative à ça. On n'a jamais créé une alternative au Hamas. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas la question. Comment ça, il n'y a pas d'alternative, Monsieur Beau? Il y a l'OLP. Non, j'ai bien compris ça. Et je sais que... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible pour les gens. Je n'ai pas voulu vous couper, mais quand vous dites... Moi, je l'ai coupé exprès parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Quand vous dites le Hamas, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Pardon, le 7 octobre, c'est quand même l'horreur. Voilà. Donc, ce qui a été fait le 7 octobre est horrible. Et c'est pour ça que l'Europe doit intervenir pour obtenir la libération des otages et le cessez-le-feu. Mais on ne peut pas dire que le Hamas, on ne sait pas c'est bien ou pas bien. Et par contre, là où je pense qu'effectivement, si on avait eu la solution à deux États, quand en mars 99, tous les dirigeants européens disent maintenant à Israël, allez, dans 1 an, vous avez laissé la Palestine être un vrai État avec des moyens d'une vraie prospérité, eh bien, je pense que si en 2000, on avait créé un État de Palestine et qu'on avait permis la prospérité à ce peuple, on aurait eu moins de gens prêts à donner leur vie pour dégommer Israël. Donc, mais ça ne veut pas dire que... Écoutez, en tout cas, moi, je pense que ce qu'a fait le Hamas est horrible, mais ça ne veut pas dire que le peuple palestinien... Non, pour dire que c'est horrible, il faut une enquête qui le détermine. C'est justement la stratégie, parce que plus on fait référence à c'est une guerre d'Israël contre le Hamas, c'est justement pour paralyser la communauté internationale à adopter une action et paralyser les institutions européennes. On a vu que le Parlement était complètement paralysé, parce que plus vous décrivez que c'est une guerre contre le Hamas, telle qu'elle a décrit Israël, c'est la force de bien contre la force de mal, et bien vous avez la conscience, vous avez la communauté internationale qui est totalement paralysée d'adopter toute action. Et depuis 110 jours, il y a eu des milliers de Palestiniens complètement innocents qui ont été tués, et par contre très peu de victoires contre les dirigeants du Hamas. Elles ont réussi à neutraliser la communauté internationale. Je vais vous donner la parole dans un instant. Vous avez raison. Par rapport à la question qui n'émane pas de moi, mais de M. Adel Attiyeh. Il vous disait pourquoi l'Union européenne se mobilise pour l'Ukraine et pas pour la Palestine. Et juste un peu avant, il y a longtemps qu'on n'a pas donné la parole à Mme Selima Yenbou, et justement, elle s'est rendue tout récemment en Jordanie, une rencontre entre des parlementaires européens et des parlementaires jordaniens. Et à Amman, vos homologues n'étaient pas du tout contents de l'Europe et de ce deux poids, deux mesures et de ces valeurs aujourd'hui remises en cause, malheureusement, par ces pays partenaires de l'autre, qui sont situés de l'autre côté de la Méditerranée. Effectivement, nous y sommes allés pour parler des progrès démocratiques et de cette démocratie en marche en Jordanie. C'était une suite d'il y a 2 ans où je suis allée d'ailleurs aussi. Et ces échanges entre parlementaires n'ont pas pu réellement avoir lieu parce qu'étaient mis au centre de la table, et même un préalable à toute discussion qui était de nous dire « ne venez pas nous parler de droits humains. L'Europe, ça suffit. Vos droits humains... » Alors, ils ne disent pas qu'ils sont contre les droits humains. Ils disent qu'ils sont pour les droits humains, mais ils sont contre la manière dont on les utilise. C'était vraiment ça. Et c'était vraiment un préalable posé sur la table. On ne veut plus en entendre parler. Maintenant, ça suffit. Vu la manière dont vous utilisez et vous mettez en place, en œuvre les droits humains chez nos voisins les Palestiniens, à savoir que quand même 50% de la population jordanienne est palestinienne, vous avez perdu votre crédibilité. Et ça, c'est, je pense, un drame. Parce qu'au niveau international, on était encore les derniers
à se battre pour les droits humains et à être quand même un petit peu audible un peu partout, et notamment dans les accords d'association, mettre ça au cœur aussi, et comme condition d'accord d'association. Et aujourd'hui, on le voit en Jordanie, mais on le voit dans plein d'autres pays, on nous dit c'est bon, stop. L'Europe, vous avez perdu votre crédibilité. Et ça, moi qui suis en plus membre des droits humains et très attachée à ça, ça me fait vraiment peur. Qui va s'occuper demain des droits humains? Il n'y aura plus personne. C'est un témoignage de votre collègue. Mais les députées européennes, elle s'est rendue sur place. Il vous dit simplement pourquoi l'Union européenne se mobilise pour l'Ukraine et pourquoi pas pour la Palestine. Mais j'en ai honte. Je me réveille la nuit et j'en ai honte et je n'ai aucune explication. C'est une honte. Je peux vous aider probablement, Pierre, à quelques explications parce que nous sommes dans cette situation. Je pense qu'on ne peut pas expliquer uniquement par le poids de la culpabilité historique. Et maintenant, je parle ici parce qu'on était d'accord qu'en 2002, le Parlement a adopté une position beaucoup plus progressiste par rapport à la position d'aujourd'hui. Et il y a notamment dans les forces de la droite et l'extrême droite qui continuent de traiter avec le Moyen-Orient avec un prisme colonialiste. Aujourd'hui, il faut le dire. Il y a certaines forces politiques de la droite et l'extrême droite qui continuent de traiter avec le peuple palestinien par le regard colonialiste. Sinon, on ne peut pas expliquer autrement pourquoi est-ce que la cause palestinienne, depuis 75 ans qu'il existe, elle n'a pas été résolue. Sinon, on ne peut pas expliquer pourquoi Israël, qui est accusé de génocide aujourd'hui, qui largue 50 000 tonnes d'explosifs sur une zone très peuplée, pourquoi elle n'est pas sanctionnée? Pourquoi est-ce que les États membres n'ont pas adopté un cessez-le-feu? Je pense que aussi, ce qui aide ces forces de droite et de l'extrême droite aussi, c'est le sentiment d'islamophobie dont vous avez parlé et d'arabophobie, qui je dirais aussi, qui se rajoute à ceci, qui paralyse totalement les mentalités. Face à eux, il y a une propagande israélienne qui vous décrive que c'est une guerre de bien contre le mal, que c'est une guerre entre Israël et le Hamas. Et là, les consciences sont paralysées. Là, les mécanismes de prise de position sont totalement paralysés. Et je pense que ce n'est que pour ça, par ça, qu'on peut expliquer cette position faible de l'Europe. Sans doute, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, hélas, sur l'arabophobie ou sur l'islamophobie. Mais il y a 3 ans, j'étais le rapporteur général du budget. C'est moi qui négociais tout le budget de l'Europe pour le Parlement. Et à l'époque, Donald Trump avait coupé les vivres à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et les gens de l'UNRWA étaient venus me voir en disant, s'il vous plaît, il faut absolument trouver de l'argent parce que Trump nous a coupé les vivres. Alors l'UNRWA fait un boulot, déjà à l'époque, faisait un boulot magique pour permettre l'éducation, l'accès à la santé. Voilà. Et j'avais réussi, ça n'avait pas été facile, mais j'avais réussi quand même à ce que une majorité du Parlement vote pour dire, oui, on doit trouver de l'argent pour aider l'UNRWA. Il faut un boulot absolument nécessaire. Certains disaient que dans les livres qui étaient distribués à Gaza, il y avait un appel à la haine, et on avait vérifié que non, il n'y a aucun appel à la haine. Évidemment, la lecture palestinienne de l'histoire de cette zone n'est peut-être pas exactement la même lecture que l'Israël, mais on avait vérifié qu'il n'y avait aucun appel à la haine dans les livres d'histoire des jeunes Palestiniens et Palestiniennes. Et donc, à l'époque, quand même, une majorité de ce Parlement avait dit oui, il faut aider l'UNRWA. Donc, Parce qu'il s'agit d'une question humanitaire, c'est encore ça. Oui, mais là aujourd'hui, même le cessez-le-feu, la cause palestinienne, c'est aussi politique parce qu'Israël va vous expliquer aux autres, parce que vous êtes les 2 députés que vous avez invités sont de bon côté. Moi, je parlais de forces de la droite, de l'extrême droite. Madame Yambou elle-même qui était à l'origine de l'idée d'obtenir une résolution qui appelle à un cessez-le-feu, que c'était une idée très noble au départ, qui était court-circuitée par les forces de la droite au cours de l'histoire. Donc là, c'est une question humanitaire et je pense que tout le monde est unanime, mais la cause palestinienne n'est pas uniquement une cause humanitaire, c'est une cause politique qui très souvent court-circuitée par les forces politiques de la droite qui sont appuyées par le lobby pro-israélien. Vous avez raison, mais alors pendant cette occasion, on n'était pas là du tout pour parler des élections, mais c'est quand même l'occasion de se dire qu'il y a des votes qui passent à 2 voix, 3 voix, 4 voix de députés près. Et donc tous ceux et celles qui nous écoutent, il y a des élections en Belgique comme dans toute l'Europe. Pardon, c'est pas du tout, on n'est même pas dans la même famille politique, même si là-dessus on est complètement d'accord. Mais oui, il y a des votes importants qui se jouent à 4 voix près. Donc ceux et celles qui nous écoutent, si vous êtes en colère contre l'inaction de l'Europe, et vous pouvez aller voter le 9 juin et regarder quelles sont les familles politiques qui veulent construire la paix et quelles sont les familles politiques qui n'en ont rien à foutre. Excellent. Qu'est-ce qui empêche l'Union européenne de poser un geste très fort, celui de soutenir le procès intenté par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël à La Haye, c'est-à-dire au niveau de la Cour internationale de justice?
sans doute les mêmes freins, je vais laisser parler ma collègue et amie, mais sans doute les mêmes freins que l'ambassadeur vient de souligner. Il y a toujours ceux qui se sentent coupables de la Shoah, il y en a qui peuvent être arabophobes, il y en a, voilà, c'est les mêmes freins. Et comme il faut l'unanimité, ce qui est un principe stupide, il n'y a aucun groupe humain, il n'y a aucun groupe qui fonctionne à l'unanimité, même pas un club de foot, même pas une chorale. Mais sur les questions internationales, il faut encore que les 27 soient d'accord. Et s'il y a un pays qui bloque, soit parce qu'il est pris par son histoire, soit parce que en fait, c'est un copain de Netanyahou, et on découvrira dans 3 ans que le ministre est membre du conseil d'administration de telle entreprise. Hélas, cette règle de l'unanimité qui est stupide... Vous pensez que d'autres États européens vont suivre l'exemple de la Slovénie? On a vu sur la question du gaz, on a vu comment l'ancien Premier ministre allemand ou un ancien Premier ministre français était payé finalement par des agences qui dépendaient de M. Poutine, et que du coup, peut-être que la stratégie, quand Schröder était au pouvoir ou quand François Fillon était au pouvoir, ils étaient déjà en relation avec Poutine, on se pose des questions. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que chez les dirigeants allemands, et c'est très bien qu'ils se sentent qu'on n'oublie jamais l'horreur de la Shoah. Je pense que tous, il ne faut jamais que ça puisse se reproduire, mais ça ne justifie pas aujourd'hui que certains dirigeants allemands freinent l'action de l'Europe. Il faut obtenir un cessez-le-feu. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les premières semaines de cette horreur, là, depuis le 7 octobre, les dirigeants allemands étaient tétanisés, mais que là, ça bouge. Ils se rendent compte que ce n'est pas parce qu'il y a une horreur le 7 octobre qu'on peut laisser continuer l'horreur à Gaza. Vous vouliez dire un mot? Oui, je voulais dire que notre résolution n'a pas rejeté le travail de la Cour pénale internationale et de la Cour de justice internationale. On a réaffirmé le soutien à ces 2 institutions en disant que les violations du droit international doivent faire l'objet, ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, d'enquête. Et c'est assez large. Donc on a réaffirmé un soutien. Aussi. On a réaffirmé un soutien, même si on a juste pris note. Mais c'est un compromis. C'est un compromis qui était quand même pour le Parlement quelque chose d'assez fort et qu'on n'avait jamais fait. Et sans cette intervention de la droite, on aurait quand même obtenu le centre de ce travail qui était un cessez-le-feu immédiat. Monsieur Beau, la Slovénie, la ministre des Affaires étrangères slovène a annoncé officiellement le soutien de son pays à l'Afrique du Sud. Vous êtes Suisse, hein? Votre pays n'est pas membre de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'elle attend, la Suisse, de suivre l'exemple de la Slovénie? Malheureusement, je crois que le vent de Bruxelles souffle très fort en Suisse, d'une certaine manière. Non pas que je sois contre le vent de Bruxelles, puisque j'aime Bruxelles, mais effectivement, le problème, probablement, il y a beaucoup de gens qui sont influencés. Mais j'aimerais revenir quand même sur la question qu'a posée M. l'ambassadeur, parce que, et c'est question des freins, parce que mon ami Peter Maurer, qui était président du CICR, qui est un vieil ami, disait dans une interview récemment, il disait « On ne règle pas les conflits en mettant des étiquettes de bons et de mauvais, mais par un bon travail de médiation. Quand on commence à dire « lui c'est un méchant et lui c'est un gentil », on est déjà perdu. Et c'est pour ça que je ne sais pas si le Hamas est bon ou mauvais. Et je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas ça le problème. C'est à eux de savoir. Et mon rôle, si je peux dire ça comme ça, mais je ne suis pas politicien, c'est de prendre du recul et d'essayer de trouver comment on peut accommoder la chose. Si j'étais combattant du Hamas, je serais très méchant. Si j'étais combattant israélien, je serais très méchant aussi. Parce que chacun, on défend ce qu'on pense devoir défendre, et chacun des 2 côtés a le sentiment de travailler pour son pays, ses proches, etc. Et on serait très méchant dans les 2 cas. Si j'étais russe, je serais très méchant, et si j'étais ukrainien, je serais très méchant aussi. Mais je ne suis ni l'un ni l'autre. J'ai l'avantage de pouvoir prendre du recul. J'ai 1000 km de distance. Ça me permet pas seulement d'avoir la distance géographique, mais la distance aussi politique, la distance philosophique, la distance culturelle, pour regarder ce conflit de haut et puis dire... Les gars, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver... Mais la première chose pour trouver un terrain d'entente, c'est d'abord travailler sur les faits et pas travailler sur des impressions. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on ait la bonne image de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est une enquête. Et après, le problème qu'il y a, ce n'est pas tellement qu'on pense que les uns étaient gentils, les autres méchants à ce moment-là. Le problème, c'est que ça nous paralyse aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas donner au Hamas la chance. Après ce qu'ils ont fait, ce n'est pas possible qu'on leur laisse... C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça, c'est une réflexion qui, à mon avis, est dépassée. Ça, c'est la réflexion qu'on avait en 1930.
aujourd'hui, il faut prendre du recul, il faut dire, les gars, vous avez vos raisons pour les uns et pour les autres de faire ce que vous faites. Nous, on vient jouer les arbitres, on n'est pas les joueurs de football, on est les arbitres. Il faut prendre ces positions d'arbitre. Le problème de nos politiciens, excusez-moi de le dire, c'est qu'ils prennent la place des joueurs de football. Et c'est pour ça que tout est paralysé. Moi, j'ai encore 2 questions et j'ai vraiment envie qu'on arrive jusqu'au bout de cette émission en répondant à mes 2 questions. La première, que je poserai d'abord à M. Attieh, parce que vous êtes palestinien, parce que vous êtes arabe. Est-ce que ça n'est pas très facile de montrer du doigt l'Europe et de dire que l'Europe n'est pas suffisamment émancipée, elle ne fait rien, elle ne se bouge pas, c'est le 2 poids 2 mesures. Mais que faites-vous, les Arabes, la Ligue des États arabes, les pays arabes? Alors écoutez, c'est une très bonne question. Mais puisqu'on parle, je représente à Bruxelles et que j'ai une lecture plus précise quand même des événements à Bruxelles, je peux analyser la situation de manière beaucoup plus facile ici. Mais je vais revenir à votre situation de la Ligue des États arabes. Il y a quand même un activisme politique et diplomatique très important. 3 ministres des Affaires étrangères de la Ligue des États arabes étaient hier à Bruxelles pour essayer de trouver une solution commune pour sortir de la crise. Maintenant, il y a certaines personnes qui reprochent, qui disent enfin pourquoi est-ce que les pays arabes n'ont pas déclaré la guerre contre Israël. Et je ne vois pas même en tant que Palestinien que déclarer la guerre, c'est une solution. Je pense qu'il faut continuer le dialogue, il faut continuer à utiliser... Et pourquoi ne pas geler, par exemple, les accords d'Abraham? Je pense qu'il faut continuer, il faut maintenir le dialogue. Aujourd'hui, personne ne parle des accords d'Abraham, personne ne parle de la normalisation entre les Émirats arabes et entre Israël. Ici, les événements continuent à Gaza, on peut s'attendre à ce que ces relations soient suspendues parce qu'il y a un rejet quand même sur le plan populaire. Donc il ne faut pas faire porter aux pays arabes plus qu'est-ce qu'ils puissent porter. Il y a là une activité, il y a là des efforts sur le plan politique et diplomatique afin d'arriver avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Europe, à un compromis. Pourquoi est-ce que je reproche à l'Europe? Parce qu'encore une fois, l'Europe s'était montrée très ferme dans des situations similaires face aux violations du droit international. Et que l'Europe se porte en tant qu'acteur politique global, se porte quand même pour un défenseur de droits humains, se porte quand même un défenseur de droit international. Or, les événements aujourd'hui, malheureusement, il ne s'agit pas uniquement, c'est un challenge à l'Europe, il s'agit de la crédibilité du rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur global, il s'agit aussi de la crédibilité du droit international. Est-ce qu'on peut continuer à appliquer le droit international de manière à géométrie variante ou est-ce qu'on peut imposer le droit international qui est le droit international, c'est la norme qui doit être appliquée, qui doit être respectée par tout le monde? Pourquoi les Arabes... Pardon, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire l'ambassadeur et je rajoute un argument, c'est quand même en Europe qu'il y a eu la Shoah et c'est l'Europe qui a beaucoup poussé pour dire il faut que le peuple d'Israël ait un endroit. Et donc je pense que c'était une très bonne chose que le peuple d'Israël a effectivement le droit à un État et à la sécurité, mais le peuple palestinien a aussi droit à un État et à la sécurité. Donc pour toutes ces raisons, celles mentionnées par l'ambassadeur et le fait quand même qu'on a eu... C'est chez nous qu'il y a eu l'horreur de la Shoah et du coup on a beaucoup poussé pour créer l'État d'Israël. Mais on a créé un État d'Israël à un endroit où il y avait déjà des gens qui vivaient. Et donc on aurait dû aider aussi ces gens à avoir un État et leur sécurité et leur prospérité. Donc pour toutes ces raisons, l'Europe avait fait le maximum entre 91 et 93 pour avoir les accords d'Oslo. Et maintenant, l'Europe doit se rendre compte que ce n'est pas en laissant Netanyahou face au Hamas qu'on va construire la paix. Il y a besoin que l'Europe intervienne pour obtenir le cessez-le-feu et pour relancer une négociation de paix. Techniquement, on n'a pas créé l'État d'Israël. On a créé 2 États. On a créé un État arabe et un État juif avec la résolution 181 des Nations Unies. Ça, c'est important de le dire. Ouais. On n'a pas créé l'État d'Israël. On a créé 2 États. Et un troisième, si on peut considérer Jérusalem, qui était l'administration internationale. Mais bref, on a créé 2 États. Et on n'a jamais appliqué, on a appliqué les règles pour l'un et on n'a pas appliqué les règles pour l'autre. Jamais. Et là, je dois dire, alors l'Union européenne n'existait pas encore. Donc, vous représentez le peuple, hein, Madame Yenbou. Comment vous expliquez le fossé entre les décideurs européens et les citoyens européens qui sont quasiment tous les jours dans les rues des grandes capitales européennes? Ils soutiennent, drapeau en main, la question palestinienne. Les décideurs européens, forcément, sont dans un regard sans doute un peu extérieur,
comme vous disiez tout à l'heure, ils essaient de prendre de la hauteur, ils n'y réussissent pas forcément tous, mais il y a un regard plus nuancé de la situation. D'ailleurs, on parle de situation complexe. Le citoyen est plutôt sur quelque chose de très binaire. On a un peuple, mais en même temps, c'est très simple, hein, et vous avez repassé un peu l'histoire. On a un peuple pour qui on n'a rien fait en termes de création d'un vrai État, et l'autre pour qui on a tout fait. Et l'idée, c'est pas de regretter d'avoir tout fait pour l'un, c'est de regretter de ne pas avoir tout fait pour les deux en même temps. Et le peuple est plutôt là-dessus. Il sort dans la rue parce que lui, ce qu'il voit, c'est ce que nous, les dirigeants ont du mal à prendre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous dites Israël-Hamas, on est sur un État et une organisation terroriste. Donc forcément, on est dans cette bataille de l'Occident contre le terrorisme. Ils s'inscrivent complètement là-dedans, donc il y a une légitimité. Alors que le citoyen qui est dans la rue, partout dans le monde, pas que dans les pays arabes, dans les pays occidentaux, jusqu'au Mexique. Quand je suis allée au Mexique, les gens me disaient, on ne comprend pas en fait pourquoi vous réagissez comme ça. On a un peuple à qui on a pris une terre et on ne les a pas reconnus, ils sont maltraités depuis 60 ans et on ne comprend pas que ça vous choque qu'ils réagissent. Donc après, on fait quand même la différence et on dit attention, le Hamas, c'est pas les Palestiniens, mais eux sont vraiment sur la situation des Palestiniens, ils se mettent à la place des Palestiniens. Ils se disent, moi, si on me fait vivre ça, moi j'ai subi une attaque de colons. On nous a refusé systématiquement d'entrer à Gaza en prétextant qu'il y a des problèmes de sécurité. Pardon, mais je me suis promenée partout en Cisjordanie, j'ai aucun souci, et j'ai subi une attaque de colons dans une colonie à la sortie d'un village palestinien. Donc finalement, voilà, le citoyen, il est dans cette situation-là. Donc lui, ce qu'il voit, c'est une injustice, comme lorsqu'on est un petit peu ado et qu'on ne supporte pas l'injustice. Et c'est ça, il y a une injustice qui dure depuis 60 ans. Et par contre, les États ont des relations, ont signé des accords, il y a d'autres intérêts. Ils ont beaucoup d'autres intérêts qui sont entremêlés et qui font qu'aujourd'hui, alors il y a aussi le problème de la Shoah, hein, qui donne ce sentiment, en tout cas en Europe, de culpabilité éternelle. Et moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, et c'est l'enseignante qui parle. C'est-à-dire que commémorer la Shoah, oui, qu'est-ce qu'on en tire de ça? On en tire de ça pas seulement la protection du peuple juif, on en tire de ça plus jamais ça. Exactement. Sauf qu'en vérité, depuis la Shoah, des génocides, il y en a eu plusieurs. Voilà, donc finalement, on n'a pas tiré le substrat de cette problématique. Ça. Il faut continuer, bien évidemment, à commémorer. D'ailleurs, on le fait jeudi ici au Parlement. Mais le substrat, c'est pas ça. C'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Et ça, on ne l'apprend pas, même pas dans les écoles. Ouais, c'est exactement ça. Plus jamais ça, Pierre Lautereau. Oui, bien sûr. C'est juste choquant, scandaleux que l'Europe laisse faire cette barbarie. On a besoin d'agir pour la sécurité des deux peuples. Et aujourd'hui, ça passe par un cessez-le-feu immédiat pour protéger le peuple palestinien. Pourquoi cette autocensure au niveau des médias mainstream en Europe par rapport à la question palestinienne? On dit quasi rien, sauf qu'il y a un mouvement terroriste qui a attaqué. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même que je vois tous les jours des reportages sur ce qui se passe à Gaza. Pardon, peut-être que c'est pas. Pardon, j'ai aussi un boulot. Je suis pas en permanence devant mon écran. C'est parce qu'on est focus dessus. Non, voilà, l'information est très unilatérale, comme elle l'a été d'ailleurs pour la Russie. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, on a presque les mêmes structures qui sont en place pour gérer cette information. C'est une information qui est très unilatérale. Et il faut aller aux États-Unis pour voir en fait un paysage médiatique qui est à peu près honnête. Et quand on voit et d'ailleurs, assez curieusement, ce sont des juifs qui font l'information alternative. Et ils la font c'est des vrais journalistes. Ici, on n'a pas de journalistes. Bon, en tout cas, moi, je connais pas mal de médias français qui je trouve, nous montrent ce qui se passe à Gaza. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les pays arabes, je pense qu'on voit 10 fois plus d'images et que donc le ras-le-bol et la colère est encore plus forte. Mais ici, on est quand même, y compris quand il fait froid et quand il pleut. L'autre jour, on était à Paris, et on est quand même très nombreux à se dire il faut se cesser le feu et c'est pas possible que nos dirigeants soient aussi mous sur cette question. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que ça devient
de nouveau, c'est un peu mon métier, c'est le renseignement. Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'on est toujours très émotionnel pour ou émotionnel contre. Et moi, j'ai toujours dit, et c'est pour ça que je plaide en faveur d'enquêtes internationales, impartiales, qui fassent le point sur les événements. Parce que si on est toujours dans l'émotionnel, on n'arrivera jamais, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous dira « oui, mais ils ont fait ceci ou ils ont fait cela ». Et ça vous détruit. Non, mais des enquêtes et des procès, il y en a déjà en cours et il y en aura. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est le cessez-le-feu. Il n'y a pas d'enquête. Il y a des procès, il n'y a pas d'enquête. Ce qui compte, c'est le cessez-le-feu immédiat et le fait de remettre autour de la table pour essayer d'avancer vers une solution de paix. Dernière question à l'ambassadeur de Palestine. Monsieur Atiyeh, dans un an, vous donneriez éventuellement rendez-vous à M. Borrell et l'État palestinien, pas virtuel, mais réel, ou pas? Écoutez, je pense, j'aimerais bien être optimiste là-dessus. On m'a posé exactement la même question en 2003 lorsque nous avons rédigé la feuille de route. Et j'avais juré qu'en 2005, on aura un État palestinien indépendant. Et là, je me suis vachement trompé. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer. M. Borrell, il lui reste 5-6 mois en son mandat. Le Parlement actuel, il lui reste 5-6 mois. Et je pense qu'il y a un conflit que nous avons négocié pendant 30 ans, que nous n'avons pas réussi à aboutir à un accord avec Israël. Et je ne pense pas qu'en 5 mois, qu'on va dégager un accord avec l'État d'Israël sur le statut définitif des territoires occupés. Ça, c'est un. 2, je pense que le Parlement est bien représenté, parce que monsieur a dit ce sont les élections. Et je pense qu'il faut bien faire son choix dans les élections. Le Parlement est bien présenté ici. Mais pour revenir à votre question par rapport à l'opinion publique, je pense qu'il y a une dérive totalement de la scène politique européenne vers la droite et l'extrême droite. Nous le voyons dans des pays comme l'Italie, dans des pays comme la France, dans des pays même comme le Suède. Et ce populisme, ces partis politiques de la droite et de l'extrême droite font que endommager la crédibilité de l'Union européenne à jouer son rôle de défendeur de droits de l'homme et défendeur de droit international sur la scène internationale. Alors, optimiste par rapport aux prochains résultats et au rôle de l'Union européenne, je ne suis pas optimiste, mais il faut que l'Union européenne, au moins, s'il n'arrive pas à imposer de solutions pour arrêter la guerre, il faut que l'Union européenne cesse d'aider la puissance occupante, cesse de protéger, de fournir à Israël la protection politique et diplomatique, ce qui permet à M. Netanyahou aujourd'hui de continuer son massacre. Je ne sais pas si j'ai frustré ou pas l'un ou l'autre. Si vous avez encore un dernier mot, allez-y, on a encore quelques minutes. Moi, je voudrais juste citer Mandela, qui avait dit « Les personnes courageuses ne craignent pas de pardonner au nom de la paix ». C'est ça. Joli, voilà. Ça. C'est très beau. Une belle conclusion. Une belle conclusion, on est tous d'accord ici. Pardon, je pourrais dire quand même que cette maison est la preuve qu'on peut faire la paix entre des peuples qui se détestaient. Il y avait eu des millions de morts, des millions de familles qui se détestaient et on a été capable de faire la paix. Il y a de plus en plus de mariages entre les Allemands, les Français, les Espagnols. On est la preuve, on s'est déchiré pendant des dizaines d'années et donc c'est aussi pour ça qu'on peut agir et que des gens qui se détestent peuvent faire la paix et être heureux de vivre ensemble. Raison de plus pour que l'Europe agisse. Et on peut dialoguer librement à travers cette émission, Le Vrai Dialogue. Elle prend fin. Madame, monsieur, merci d'avoir été avec nous. À très vite. Au revoir.